Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle interview. Je vous ai prévenu lors de ma dernière interview que j'allais faire une série avec des personnalités de tous ordres et de tout domaine. Donc là, je suis aujourd'hui avec Philippe Carsanti. Salut Philippe. Bonjour. Alors on se connaît depuis longtemps avec Philippe. Il est porte-parole du comité Trump France, ancien maire adjoint de Neuilly. Et puis, c'est une personnalité importante de la communauté juive française et internationale depuis son implication dans l'affaire Al-Doura. Et ça tombe bien parce que je vais lui poser des questions sur le dîner annuel du CRIF qui vient d'avoir lieu. Donc, merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. Et puis, je vais te poser à la fin une question qui t'a été posée par un citoyen qui a utilisé mon nouveau site Question R, qui est un média citoyen et participatif qui permet d'obtenir des réponses des personnalités aux questions des citoyens. Donc, on commence par le dîner annuel du CRIF, c'est l'actualité, il vient d'avoir lieu. Es-tu de ceux comme Alain Finkielkraut ou Alain Minc qui le dénoncent, et particulièrement cette année? Alors, non seulement, c'est pas que je le dénonce, je pense que le CRIF est une organisation nuisible pour la communauté juive française et même nuisible pour la République française. Je m'explique. En fait, ça se veut à la base une sorte de groupe d'influence. À la base, c'était vraiment un organisme d'influence pour représenter les Juifs de France. Et en fait, ça ne représente plus personne. Les Juifs de France ne se sentent absolument pas représentés par ce groupe. D'ailleurs, le CRIF, ça veut dire Conseil représentation des institutions françaises ou de France, mais il n'y a pas le J. C'est-à-dire que le J a été escamoté, ce qui veut bien dire que les Juifs ne sont plus dedans. Il n'est absolument pas représentatif. Ce sont des vieilles associations qui ont quelques membres qui participent au vote pour élire le président. En fait, c'est une organisation qui élit et réélit à chaque fois des gens de gauche, plutôt de limite, de gauche assez marquée, type Parti socialiste, venant de l'UEJF, des gens qui faisaient cause commune avec SOS Racisme, tous ces gens-là qui sont selon moi totalement infréquentables. Et en fait, la communauté juive est à droite, les juifs du monde entier sont à droite, mais en France, le Conseil représentatif des institutions juives de France, qui ne représente personne, est à gauche et mène je dirais un ostracisme vers les gens de droite et une sorte d'angélisme vers les gens de gauche. Ça, c'est ce que je veux dire dans un premier point. Le dîner du CRIF ne sert à rien, si ce n'est quelques personnes qui vont faire des selfies avec des hommes politiques ou des personnalités médiatiques pour ensuite se mettre sur les réseaux sociaux. Le dîner du CRIF ne sert strictement à rien non plus, puisque le discours que fait le président du CRIF doit être validé par le gouvernement. Ensuite, le gouvernement fait sa réponse. Donc, c'est un balai mondain Attends, qui ne sert est-ce à que rien. tu me donnes, j'ai jamais entendu ça, Ah non, c'est c'est officiel? officiel. Ah C'est bon? officiel. Le discours du président du CRIF doit être validé par le gouvernement. Si c'est le Premier ministre, c'est le Premier ministre. Si c'est le président, c'est le président. Et en fait, ça ne sert à rien, mais en plus, le problème, c'est que ça crée, et là où ça devient très nuisible pour les juifs, c'est que ça donne l'impression qu'il y a une vraie forme de lobby du côté juif, alors qu'en fait, il n'y en a pas. C'est une organisation qui passe son temps à courber les chines, à se prosterner devant le gouvernement et à accepter tous les mauvais traitements. C'est-à-dire que on peut dire que Emmanuel Macron est probablement le président qui a été le plus hostile aux juifs et à l'État d'Israël depuis le début de la Ve République. Et on continue à le traiter correctement, on continue à inviter ses ministres, ses premiers ministres. Je pense qu'ils doivent être totalement exclus du champ que les Juifs dans lequel les Juifs doivent inviter les personnalités politiques. Ils se comportent très mal. Quand j'entends quelqu'un qui me dit qu'il est encore macroniste, je trouve ça très choquant. Je rappelle que le président de la République a accusé Israël de tout un tas de crimes, de barbarie, c'est un tas de choses tellement fausses, qu'il laisse prospérer en France dans les médias publics, j'insiste bien, dans les médias publics et dans l'AFP, au sein de l'AFP, une propagande quasiment antisémite. Donc c'est de l'antisémitisme d'État. J'insiste bien là-dessus, c'est très important. Les émissions qui passent sur France 5, que ce soit C'est ce soir, C'est dans l'air, invitent des gens qui diffusent de la propagande antisémite. Et je trouve ça extrêmement grave. Donc voilà, donc je pense que vu l'état actuel des choses, le CRIF est nuisible, non seulement parce qu'il ne fait rien, mais parce qu'en plus, il donne l'impression de faire quelque chose, ce qui ne fait qu'attiser encore plus la haine des antisémites. Bien. Donc, est-ce que tu trouves normal que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon n'aient pas été conviés?
Alors, Jean-Luc Mélenchon, oui, parce que Jean-Luc Mélenchon est un vrai pur et simple antisémite, faut être très clair. Hein, LFI et le parti, c'est la France islamiste, hein, c'est donc c'est un parti qui n'a strictement rien à faire là-bas. Marine Le Pen, non, Marine Le Pen, elle devrait y être invitée, mais on va préférer inviter des Verts, des gens qui ont été ignobles. Ils ont aussi invité, il faut quand même entendre bien ça, Ofer Bronstein. Qui est Ofer Bronstein? C'est un conseiller d'Emmanuel Macron, son conseiller sur le Proche-Orient, qui est un mythomane absolu, qui se prétend être ancien conseiller d'Yitzhak Rabin, ce qui est rigoureusement faux. Moi qui ai passé beaucoup de temps en Israël, j'ai beaucoup questionné. Il n'a jamais été conseiller d'Yitzhak Rabin. Il l'a connu, comme plein de gens l'ont connu, mais de façon extrêmement lointaine, mais il n'a jamais été son conseiller. Et ce mythomane a réussi à faire croire ça à Emmanuel Macron. Et donc, je rappelle que son seul fait de gloire, c'était de se promener avec un passeport palestinien à l'époque de Yasser Arafat. Donc, c'est vraiment ce genre de personnes que le CRIF invite, qui sont vraiment des gens totalement infréquentables, des gens qui ne font qu'attiser la haine antisémite en France. Et alors pourquoi dis-tu que le CRIF est la pire chose qui soit arrivée aux Juifs en France? Quand même assez fort. Mais... pour deux raisons. Parce que d'abord, il donne l'impression qu'il y a une forme de lobbying, qu'il y a une forme d'action qui est faite pour défendre Israël et les Juifs d'un côté, donc ce qui fait que attiser la haine antisémite de ceux qui n'en avaient pas besoin d'être excités, et de l'autre côté, ils ne font strictement rien, ils ne luttent pas. C'est-à-dire que moi, j'aurais attendu du président du CRIF qu'il nomme véritablement ceux qui causent les actes antisémites en France. Ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon. Hein. Jean-Luc Mélenchon, il est au bout de la chaîne alimentaire. Elle commence avec l'agence France Presse, elle commence avec France Télévisions. C'est là que ça commence. C'est là que commence la propagande. Et Mélenchon et ses sbires ne peuvent continuer à attiser l'antisémite que parce que sur les médias publics, on parle de génocide, d'apartheid. Je dis encore une fois, c'est le seul génocide au monde où, à la fin de la période du génocide, il y aura eu plus de monde sur le territoire qu'il n'y en avait avant. C'est-à-dire qu'il y a plus de Gazaouis aujourd'hui qu'il n'y a 21 mois. Si vous voulez qu'on parle aux Rwandais, je pense que les Rwandais, de l'expérience du génocide pendant 3 mois, ils l'ont assez mal vécu. Les Arméniens aussi, et les Juifs aussi. Donc voilà, donc c'est le seul faux génocide, mais sauf qu'on en parle absolument partout. C'est le seul génocide qui pourrait s'arrêter, entre guillemets, hein, je dis bien, qui pourrait s'arrêter si le Hamas libérait 20 otages vivants et 30 otages morts. Mais non, ça, on leur demande absolument pas. Emmanuel Macron a encore demandé à ce qu'il y ait un cessez-le-feu sans condition. Non, libérer les otages et déposer les armes, et il y aura un cessez-le-feu. Mais non, on continue cette propagande. Et quand Emmanuel Macron est questionné par un journaliste complètement à côté de la plaque, qui s'appelle Gilles Boulot sur TF1, et qui lui dit « Est-ce que vous qualifiez ça de génocide ?» Il dit « Je ne me prononce pas, je ne suis pas juriste. » Il faut arrêter de se moquer du monde. Donc oui, Emmanuel Macron est aujourd'hui le président le plus hostile qui n'ait jamais été contre les Juifs de France depuis le maréchal Pétain. Ok. Bon, en tout cas, voilà. C'est dit. Je rappelle aussi, si on doit rappeler, on rappelle qu'il affirme avoir été très proche de Paul Ricoeur, qui lui-même était un collabo pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc il est cohérent. Bon, c'était pas pour te relancer, mais enfin voilà. Alors, le Premier ministre y a fait un discours donc au dîner annuel du CRIF. Est-ce que tu es déçu que François Bayrou n'ait pas suivi ton conseil donné dans un article de Tribune Juive dans lequel tu l'encourageais à ne pas aller au dîner annuel du CRIF? C'est pas seulement que je suis déçu, mais que je suis étonné, puisque on avait été interrogé dans le Figaro en même temps il y a plusieurs années, et cette interview a été reservée à chaque fois sur le site du Figaro. D'ailleurs, elle est facilement consultable. Vous tapez Karsanti, Bayrou, Le Figaro, CRIF, et vous verrez cette interview où on était interviewés tous les deux. Et tous les deux, on expliquait pourquoi nous n'allions plus au dîner du CRIF. Et il expliquait qu'il ne voulait pas y assister, que pour lui, c'était totalement inacceptable d'aller à ce genre de dîner. Et là, il y est allé. Alors, on peut dire pourquoi. Parce que Emmanuel Macron ne peut pas y aller sous peine de se faire huer. Donc, Emmanuel Macron ne pouvait pas y aller. Donc, François Bayrou y est allé. Je rappelle aussi que Jean-Noël Barrot, on va dire, comment on peut décrire Jean-Noël Barrot? C'est probablement, et c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup des imbéciles au Quai d'Orsay, mais lui, je pense que c'est vraiment la très très grande taille. Je crois que c'est idiot XXL, ce qui prend des airs bien inspirés, qui lève le nez vers le plafond pour faire croire qu'il réfléchit. Donc, cet idiot utile des islamistes et du Hamas n'a pas pu non plus aller à ce dîner parce que lui aussi se serait fait siffler. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les dirigeants du CRIF sont vraiment une bande de petits juifs de cour qui ne servent que leurs propres intérêts. Mais dans la salle,
il y a aussi des invités. Il y a 800-900 invités qui viennent dans la salle. Donc, prenez un risque quand vous allez, 900 personnes dans la salle, c'est un risque. Il peut y en avoir quand même peut-être une dizaine ou une vingtaine qui peuvent vraiment avoir envie de dire des choses désagréables à certaines personnes qui se sont si mal comportées. Il n'y a aucune violence, mais parfois la violence des mots peut choquer certains petits fonctionnaires ouatés. Oui, c'est ça. Donc, alors, le régime iranien des mollahs, est-ce qu'il a encore une chance de tomber, selon toi, après tout ce qui s'est passé de la part d'Israël ou des États-Unis? Je pense que oui. Je pense qu'aujourd'hui, le travail qui a été fait par Israël avec le bombardement pendant 11... on appelle ça la guerre des 12 jours. Moi, je l'appelle la guerre des 12 nuits parce que je pense que c'est beaucoup plus clair. Ça s'est passé la nuit à chaque fois. Donc oui, Israël a fait le travail. Trump a parachevé le travail avec les B2 et les méga-bombes. Oui, il y a une chance de tomber. Simplement, c'est un travail qui doit se poursuivre sur la durée. On ne libère pas un pays avec des bombes, ce que nous disent certains, sauf que la France, elle a été libérée par les bombes en 44-45. Le Japon a été libéré par les bombes et encore des plus grosses bombes. Donc, toutes les grandes dictatures comme ça ont pu être, enfin pas toutes, mais souvent elles ont pu être libérées par des bombes. Donc oui, je ne sais pas quel est le chemin que cela prendra. Objectivement, je ne crois pas que le prince Pahlavi ait une chance d'être la force de transition. J'ai rencontré un peu de son entourage, j'ai pas été fasciné. Donc je me dis qu'il y a peu de chances que ce soit lui, mais en revanche, peut-être que les services étrangers qui sont sur place seront en mesure de coaliser une force permettant, en tout cas, de passer à un deuxième stade, c'est-à-dire que l'idée, c'est peut-être de garder une sorte de ce régime, mais avec une forme de gouvernement avec des gens qui seraient un petit peu moins orientés sur la propagation du terrorisme et de l'islamisme dans le monde entier et la destruction d'Israël naturellement. Alors justement, est-ce qu'Israël doit être satisfait de l'opération contre le nucléaire iranien qui était menée conjointement avec les États-Unis de Trump? Alors, dans un premier temps, oui, naturellement, parce que d'abord, ce qu'on a pu voir, c'est que l'Iran est un tigre de papier. L'Iran avait constitué des forces dans différents pays, donc le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban, en Syrie, les Houthis au Yémen. On a vu que progressivement, avec la guerre après le 7 octobre, l'opération Beeper au Liban, les bombardements des Houthis et la chute de Bachar al-Assad, qu'en fait l'Iran s'est retrouvé seul. Et quand l'Iran a été attaqué par Israël pour démanteler son programme nucléaire iranien, qui était destiné uniquement pour l'instant à détruire l'État d'Israël, comme ils peuvent le dire, on a vu que l'Iran n'était même pas en mesure de toucher un seul avion, on n'avait plus aucune défense aérienne. Donc ça, c'est la première chose. En revanche, il leur reste du balistique. Et on a vu qu'avec leur balistique, ils ont pu causer des dégâts en Israël. Ils ont causé des dégâts qui semblent mineurs comparés à ce qui était prévu. Moi, je me souviens à l'époque, quand on disait qu'Israël devrait démanteler le programme nucléaire iranien par la force, les Israéliens s'attendaient entre 10 et 20 000 morts par les missiles qui tomberaient du Hezbollah et de tous les proxys iraniens. Donc là, malheureusement, il y a entre 25 et 30 morts qui ont été comptabilisés, mais c'est totalement incomparable avec ce qui était possible avant. Donc l'Iran est un tigre de papier militaire. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Comme je dis toujours, cette guerre des 12 nuits, je pense qu'elle la nuit n'est pas finie. Elle va peut-être se prolonger et je pense qu'on va aller plus loin dans le conflit. Je n'imagine pas les Israéliens se satisfaire de la situation où ils n'ont pas une vision totale et claire de ce qui se passe là-bas. C'est pas forcément avec des bombardiers que ça peut se faire. Ça peut se faire avec des opérations locales sur place, des éliminations, comme on a pu le voir. Il y a encore eu, il y a 3 jours, des explosions à Téhéran, inexpliquées. On verra. Oui, enfin, je pense qu'on serait étonné qu'Israël en reste là. Absolument. Alors, Donald Trump, lui, il vient d'aider Poutine en levant les sanctions imposées à plusieurs entreprises et banques russes, tout en réduisant l'aide à l'Ukraine. Alors, est-ce que c'est la meilleure stratégie d'après toi? Alors, la première partie de la question et la deuxième partie de la question. Alors, réduire l'aide à l'Ukraine, en fait, Trump, il fait des annonces, il fait des va-et-vient. Il dit on va réduire l'aide à l'Ukraine, l'aide militaire à l'Ukraine parce qu'on a besoin de reconstituer nos stocks. Puis après, il voit que la Russie tape encore plus fort l'Ukraine. Il dit non, finalement, on ne reporte pas. Il faut savoir qu'ensuite, le report de l'aide à l'Ukraine
ne devait pas commencer avant début 2026. C'est-à-dire que tout ce qui était prévu allait être livré à la fin 2025. Ça, c'est le premier point. Maintenant, est-ce que la vraie question qu'on doit se poser sur les sanctions par rapport à la Russie et par rapport aux hommes d'affaires russes, c'est est-ce que ces sanctions ont eu un bon effet? J'en suis pas certain. Moi, je vois simplement que l'économie russe, elle reste quand même, c'est une économie de guerre aujourd'hui, hein, mais elle reste quand même en croissance, paradoxalement à ce qu'on pouvait imaginer. C'est une économie qui était tournée en grande partie vers l'ouest et qui s'est tournée vers l'est, qui continue à prospérer de l'autre côté. Il se trouve que j'ai reçu à Paris il y a quelques jours un ami français qui vivait entre Jérusalem et Saint-Pétersbourg et qui me racontait un petit peu la vie en Russie. Alors c'est sûr qu'il y a cette guerre qui est épouvantable que la Russie n'aurait jamais dû déclencher et qu'il faudra arrêter au plus vite parce qu'il y a un vrai carnage. Mais il m'a parlé un petit peu de la psychologie russe et de la situation. La vie en Russie aujourd'hui n'est pas désagréable pour les gens qui la vivent. Naturellement, ceux qui vont faire la guerre, c'est horrible. Mais pour ceux qui la vivent, le pays n'est pas un pays assiégé. Le pays a réussi à contourner les sanctions. Et donc, je pense que, contrairement à ce qu'on a pu croire, moi, je me souviens des déclarations de Bruno Le Maire disant qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. J'ai plutôt l'impression que c'est nous. On a renchéri nos coûts d'importation sur l'énergie. On a renchéri tout un tas de choses, notamment sur les engrais aussi, les coûts d'importation des engrais. Donc, je crois que c'est pas une bonne stratégie. La stratégie des sanctions, on nous a toujours expliqué que ça ne fonctionnait pas. Et là, maintenant, soudain coup, sur la Russie, on en est, je crois, au 18e train de sanctions, comme ils l'appellent. Je ne vois pas que ces sanctions aient empêché la Russie de continuer à agresser l'Ukraine comme elle le fait. Donc, je pense qu'il faut trouver d'autres solutions et peut-être resserrer autour de Poutine et ne pas aller chercher différents hommes d'affaires russes qui sont les uns, je le disais, donc dans les engrais, les autres dans d'autres domaines, mais qui n'ont strictement rien à voir avec l'entreprise de guerre que mène Poutine. Ok. Alors, sur ton compte X, tu as traité Dominique de Villepin de collabo. Et tu as ajouté que son arrivée au pouvoir serait la fin de la France. Alors, de qui est-ce qu'il est collabo selon toi, étant donné qu'il a des liens avec pas mal de pays comme le Qatar? Moi, j'avais pas mal enquêté sur ses liens avec la Chine, et il y en a bien d'autres. Oh, je pense que Dominique de Villepin, faut être très précis dans les mots parce qu'il faut pas, c'est l'antisémite type collabo de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment, c'est son idéologie. À l'époque, je me souviens qu'il avait une maîtresse juive, ça lui dérangeait pas. Il pouvait avoir une maîtresse juive, ça lui posait aucun problème. Mais en revanche, les Juifs lui posent problème. Alors, il se cache toujours derrière le discours du Veldiv de Chirac de 1995. Rappelons que c'est le discours qui glorifiait les Juifs morts. Et donc, oui, Dominique Villepin a toujours eu cette tendance à préférer les Juifs morts aux Juifs qui se défendaient. Donc, comme les Israéliens ont toujours dit qu'ils préféraient les condamnations aux condoléances, eh bien, on se satisfera des condamnations de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin, aujourd'hui, c'est le collabo de l'islamo-gauchisme, c'est le collabo du Qatar, de l'Iran, de tous les pays islamiques et islamistes qui l'ont financé depuis tant d'années. Et c'est aussi le collabo de la Chine, naturellement. Faut rappeler je voudrais rappeler quelque chose de très important parce que les gens ont tendance à idéaliser Dominique de Villepin en 2003. Et je voudrais dire pourquoi c'est Dominique de Villepin qui a provoqué la guerre en Irak en 2003. J'insiste bien, c'est lui, c'est son discours à l'ONU qui a provoqué la guerre. Et je vais m'expliquer. À l'époque, la Russie s'apprêtait à accueillir Saddam Hussein qui avait demandé une forme d'exil en Russie. Exactement comme vient de le faire Bachar al-Assad en décembre 2024, où plutôt que de se faire renverser et de se faire tuer, il est parti à Moscou avec femme et enfants. Saddam Hussein était exactement dans cette situation en 2003. Sauf qu'il a vu le discours de Dominique de Villepin qui a enflammé les foules et qui a donc provoqué des manifestations monstres dans tout le monde occidental, en Angleterre, en France, en Allemagne, partout. Et Saddam Hussein s'est rétracté et a dit non, finalement, les Américains n'oseront jamais attaquer parce que il y a les opinions publiques, les dictateurs savent très bien jouer des opinions publiques, donc les opinions publiques l'empêcheront, et donc il s'est maintenu au pouvoir. Et donc les Américains ont attaqué, et donc paradoxalement, c'est donc l'action de Dominique de Villepin qui a empêché Saddam Hussein de partir
calmement et d'avoir un changement de régime dans le calme en Irak. Et tout ce qui vient derrière. Donc oui, Dominique de Villepin est vraiment le collabo aussi. Il a été aussi le collabo de Saddam Hussein. N'oublions pas que Saddam Hussein est lui-même et a été lui-même un financier du RPR de l'époque et de Jacques Chirac. Donc c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même histoire. Il y a de l'argent et il y a de l'idéologie. Pour ce qui concerne Dominique de Villepin, je l'ai précisé, maintenant on peut s'amuser aussi à parler de Jacques Chirac. Jacques Chirac aussi, donc, qui a prononcé ce discours du Veldiv, mais il faut rappeler que quand sa fille a épousé son ancien secrétaire général de l'Élysée, Frédéric Salabarou, Jacques Chirac a fait effacer les photos de son gendre qui sont parues dans Paris Match. J'insiste bien, il a fait effacer les photos de son gendre lui-même juif. Je vous laisse imaginer pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve ça étonnant. Ça rappelle des époques où on effaçait parfois les médecins juifs en URSS sous Staline. En tout cas, je ne connaissais pas cette histoire avec Saddam Hussein, mais c'est très intéressant. C'est très intéressant, mais ce qui est aussi très intéressant sur Jacques Chirac, tout ça est vérifiable. Il suffit de googler, taper mariage, Frédéric Salabarou, Claude Chirac, Paris Match, et vous verrez que les photos ont été que le gendre a été effacé. Alors, tu as parlé de ce discours, le fameux discours de Jacques Chirac au Veldiv, hein, dans lequel il avait reconnu la responsabilité de l'État français dans la Shoah. Il a dit que c'était très bien de faire ça, et que ce n'était pas de la repentance, mais ceux qui ont applaudi ce discours dénoncent aujourd'hui la repentance vis-à-vis de la colonisation et de l'esclavage. Est-ce que c'est pas un deux poids, deux mesures? Si, mais c'est pas, si on en est à comparer, enfin, là, c'est faire du macronisme. C'est-à-dire que c'est Macron qui avait dit avant sa première élection que la colonisation était un crime contre l'humanité. Moi, je pense que non. Moi, je pense que la colonisation, il y a eu des mauvais côtés, certainement. Il y a aussi de très bons côtés. Il suffit d'aller dans certains pays qui ont été colonisés et de voir ce qui reste de la colonisation et de voir ce qu'ils en ont fait. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas changé les ampoules, mais ils ont gardé les bâtiments, ils ont gardé les écoles, même si ce ne sont plus des écoles, ils ont gardé les hôpitaux. Enfin, il y a eu des infrastructures incroyables qui ont été faites par la colonisation. Je rappelle que la colonisation a été impulsée par la gauche en France. Hein. C'est toute cette idéologie de gauche, tous ces gens avec lesquels on nous rebat les oreilles. Ce sont eux qui étaient derrière le grand projet civilisationnel de la colonisation. Mais la colonisation n'a pas été ce crime contre l'humanité. Alors, encore une fois, il y a eu des exactions, il y a eu des choses très mal, horribles. Mais c'est aussi parfois aller dans les deux côtés, quoi. Je veux dire, quand il y a eu la guerre d'Algérie, il faut rappeler comment les Français ont été traités, comment les pieds noirs ont été traités, et comment les harkis ont été traités. Donc on n'a aucune leçon à recevoir de ces gens-là qui n'ont fait que piller leur pays. Je pense à l'Algérie, hein, qui n'ont fait que piller leur pays. Et donc, ce que je trouve étonnant, c'est que normalement, s'ils réussi, en plus avec les matières premières dont ils disposent, et d'un pays magnifique, hein, parce qu'on sait que c'est un pays magnifique avec des infrastructures incroyables laissées par la France, normalement, les gens devraient rester sur leur pays et le développer. Bah, étonnamment, la seule chose qu'ils veulent, c'est des visas pour venir en France. On rappelle d'ailleurs que la colonisation française en Algérie, c'était pour répondre au barbaresque au départ. Hein. Donc, absolument. Alors, la dernière question, elle n'est pas posée par moi, ou plutôt par mon intermédiaire, mais il y a quelqu'un, quand j'ai annoncé que je t'invitais comme invité, il y a quelqu'un qui a laissé une question. Alors nous, à Question R, on valide pas les questions par rapport à leur qualité ou leur véracité, mais uniquement par rapport à leur légalité. Donc, je laisse juge à chacun de la question, mais je te la soumets parce que c'est le but du jeu et on en a parlé un peu avant, donc tu te plies à l'exercice et je te remercie. Alors voilà, la question, elle concerne Elon Musk et Trump. Donc Elon Musk vient de créer un nouveau parti, le Parti de l'Amérique, pour concurrencer le Parti républicain de Trump, ce qui ne plaît pas aux actionnaires de Tesla, dont l'action a baissé au moment de cette annonce. Donc là, c'est très récent. Êtes-vous déçu de la séparation et de l'opposition entre Elon Musk et Donald Trump? Alors, toute personne normalement constituée qui soutient la politique de Trump est déçue de la séparation entre Musk et Trump, mais elle était prévisible. Je veux dire, deux égaux monstres comme ça, avec des intérêts divergents, ne pouvaient pas continuer aussi longtemps à prospérer ensemble. Maintenant, je voudrais juste corriger une chose. Il n'a pas créé son parti, il a annoncé qu'il allait créer son parti. Comme on sait que les uns et les autres font des annonces qui ne sont pas toujours suivies des faits, il faut attendre juste la création de ce parti. Maintenant, il peut causer du tort à Trump. Vous savez, les élections aux États-Unis, c'est bipartisan, c'est républicain-démocrate, et puis quelquefois ça joue à un ou deux sièges. Là, par exemple,
la Big Beautiful Bill de Donald Trump qui a été voté, le budget a été voté à 218 voix contre 214. Donc si par exemple en mettant un troisième candidat sur ne serait-ce que sur deux, j'insiste bien, dans deux comtés et en faisant tomber donc deux élus républicains, eh bien on arriverait à 216 à la Chambre des représentants. Donc ce serait totalement catastrophique pour faire passer des lois. Donc oui, il y a ce qu'on appelle les élections de mi-mandat qui auront lieu en novembre 2026 et qui sont importantes. Je veux espérer que Elon Musk va se concentrer sur ses affaires, oublier l'idée de faire de la politique et franchement, on n'a pas besoin de ça, quoi. Aujourd'hui, on a besoin on a un leader du monde libre qui s'appelle Donald Trump qui fait un travail exceptionnel. Je voudrais rappeler quand même tous ces exploits. Il y a pas d'autre mot. Ce qu'il a réussi à faire donc avec sa loi qu'il a réussi à faire voter. L'Inde et le Pakistan qui étaient prêts à se taper dessus sont deux puissances nucléaires. Il a réussi à les calmer. Au Congo, Rwanda, il est parvenu. Israël, Iran, il a mis le coup de grâce en grande partie à l'Iran pour arrêter la guerre et faire arrêter la guerre. Il est en train d'aider Israël de façon considérable à gagner et mettre un terme à la guerre à Gaza. Donc tout ça fait qu'il fait un travail incroyable. On peut rajouter en politique intérieure, je parlais de l'extérieur, en politique intérieure, sa victoire par rapport à l'immigration clandestine qu'il est en train de faire régresser. Il y a des excès, je le dis parfois, il y a des excès dans la politique de la chasse aux clandestins, mais il est en train de faire un travail incroyable, donc il n'a pas d'énergie à perdre pour se battre contre un ancien allié qui n'a rien à gagner. Elon Musk n'a strictement rien à gagner dans cette bataille. Et moi, si j'avais des choses à dire à Elon Musk, je lui dirais de se concentrer sur son business. Tesla, ça monte, ça baisse, ça va, ça vient. Si on regarde sur l'année, ça reste encore positif au niveau du cours. Et puis, il a d'autres projets. Il a Starlink, donc le projet l'Internet. Il a SpaceX, il a plein de choses. Il a Hyperloop, il a plein d'entreprises qu'il doit faire fonctionner. D'ailleurs, je trouvais assez étonnant qu'il continue à travailler en étant en résidant quasiment à la Maison Blanche ou à Mar-a-Lago. Donc, je crois que le vrai sujet maintenant, qu'il se concentre sur ses affaires et que les États-Unis prospèrent. Voilà. Écoute, je te remercie pour cette réponse à ce citoyen donc, qui a utilisé le média Question R. Et alors, je profite que tu sois là et que tu sois un spécialiste des médias, puisqu'on se rappelle, c'était en 2004 que tu avais créé Media Rating. Absolument. Voilà, donc c'est là où on s'est connus justement, et parce que moi aussi je m'intéressais beaucoup aux médias, et c'était le faire Aldoura et beaucoup d'autres, dont ça c'était la plus connue. Mais donc tu analyses les médias français depuis longtemps, et là on a pu en entendre ton analyse, qui est assez tranchée, mais parce que tu sais de quoi tu parles, tu les as eus en face, et tu as eu une pétition notamment signée contre toi. Et voilà, j'aimerais avoir ton avis sur ce nouveau média que je lance, et de savoir ce que tu penses en fait du principe de permettre à n'importe quel citoyen de poser une question adressée à une personnalité souvent très connue, et à d'autres citoyens de la financer avec des micro-paiements à partir d'1 centime d'euro pour obtenir une somme qui va permettre à un journaliste professionnel ou citoyen d'aller poser la question à la personnalité et de toucher 70% de cette somme. Alors je trouve ça formidable pour une simple et bonne raison que en fait la question c'est l'éditorialisation, c'est-à-dire que les questions qu'on s'échange tous les deux, c'est une façon d'orienter le débat. On aurait pu me poser des questions sur tout un tas de sujets. Et donc en fait, quand on regarde la première page d'un journal, quelle que soit la façon dont est traité le sujet, le fait de mettre le sujet en première page, c'est une façon d'éditorialiser. Donc là, pour ce qui concerne le sujet de poser des questions comme ça, moi je trouve ça remarquable parce que en fait, on est tous souvent derrière la télévision en train de se dire j'aurais bien aimé poser une question, Et je dois dire qu'il y a une personne, et même si je ne suis jamais invité chez lui, mais il y a une personne, je trouve, qui fait bien ce travail à la télévision française, c'est Pascal Praud. C'est-à-dire que Pascal Praud, souvent, quand il pose des questions, on se dit j'aurais bien aimé poser cette question. Et quelquefois, il y a les questions qui viennent et elle sort de sa bouche et on se dit voilà. Et en fait, c'est ça, c'est de se mettre à la place du public qui est frustré souvent. Il y a plein de choses qu'on aimerait demander. Moi, j'aurais par exemple, quand François Bayrou a été interrogé le jour du dîner du CRIF, il était juste avant interrogé par Alain Marchal et Olivier Truchot sur BFM TV. Et d'ailleurs, ça s'est très bien passé. Parce qu'à un moment, il a commencé à s'exciter, Bayrou. Moi, j'aurais bien aimé que l'un des deux lui dise, mais attendez,
dans 1 heure, vous allez au dîner du CRIF, mais pourtant, dans le Figaro, vous aviez pourtant dit que vous n'iriez plus à ce dîner parce que c'était une mascarade. Voilà ce genre de choses. Donc, il y a des questions qu'on aimerait bien poser parfois aux hommes politiques ou même aux hommes d'affaires et qui doivent être posées. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse poser, par exemple, des questions. Il y a un travail que fait Frontières que je trouve remarquable, là notamment, et ils viennent de sortir un magazine sur les milliardaires de gauche. Moi, Xavier Niel et Mathieu Pigasse, je pense qu'on a des comptes à leur demander. Ces gens-là sont en train de pourrir, j'insiste bien, pourrir le débat intellectuel en France. Ces gens-là font rentrer dans les médias publics français par l'intermédiaire des sociétés qu'ils dirigent des idées nauséabondes. J'insiste bien, nauséabondes. Et là, je vois que Mathieu Pigasse donc, se surpasse dans sa défense des antisémites, puisqu'il vient de soutenir un rappeur qui était exclu d'un concert, et ce rappeur disait qu'il fallait féliciter Hitler, enfin des horreurs comme ça, et donc Mathieu Pigasse vient le défendre. J'aurais bien aimé, je ne sais pas que j'aurais bien aimé, mais imaginons Vincent Bolloré faisant une déclaration, venant soutenir un chanteur facho, disant oui, il faudrait finir le travail d'Hitler. J'ose imaginer la bronca totale. Je pense que l'Arcom aurait supprimé tout de suite l'autorisation d'émettre de CNews et de tous les médias de Bolloré. Donc voilà, ces gens-là sont en train de faire un mal fou. Ces gens-là, pour moi, sont les vrais criminels intellectuels de la France. Il y en a 2 pour moi, j'insiste bien. J'en nomme 2, Mathieu Pigasse et Xavier Niel, qui font un travail désastreux sur l'environnement intellectuel français. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui leur sont adressées sur le site. Donc, alors justement, c'est l'exemple typique. Si vous voulez adresser une question comme ça à Monsieur Niel ou à Monsieur Pigasse, vous la posez sur le site. À la création du compte, on vous offre la première question, sinon c'est 1 euro. Et ensuite, vous aurez d'autres personnes. Vous pouvez faire circuler ça parmi vos amis. Vous aurez d'autres personnes qui vont financer cette question. Et après, ça dégagera un budget pour aller les poser directement. C'est ça l'intérêt. Et d'ailleurs, la question la plus financée, c'est celle à Macron. Pourquoi êtes-vous maoïste ? Donc, elle a dépassé les 700 euros là. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, en lui posant la question, qui peut toucher, au moment où on parle, 509 euros. C'est quand même pas mal pour poser une seule question à Macron. Ça, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je trouve ça amusant. Moi, je trouve ça très bien. En fait, tout ce qui fait sortir, on en a marre. Enfin, le public en a marre. Et c'est le succès de CNews. Je veux dire, j'insiste bien là-dessus. Les gens en ont marre du discours policé. Moi, récemment, les gens peuvent s'amuser à aller sur X et taper Breton qu'a ressenti. Ils verront, j'avais Thierry Breton face à moi sur BFM et je me suis amusé parce qu'il parlait d'Elon Musk et il critiquait Elon Musk. Et je lui ai dit, mais attendez, compte tenu de toutes les entreprises que vous avez plantées, France Télécom, Atos et d'autres, et même Thomson, qui êtes-vous pour vous permettre de critiquer Elon Musk qui a autant de réussite financière, voilà. Donc voilà, ce genre de choses. Tout le monde a envie de poser cette question et elle a été posée à l'époque, je crois que en quelques jours, on a fait plus de 5 millions de vues sur cette question. Donc voilà le genre de choses qui peuvent être intéressantes. J'ai vu cette mise en boîte, c'est vraiment jouissif presque, parce que personne ne lui pose jamais la question aussi dérangeante. Donc merci pour ça. Et j'aurais pu lui poser une autre question. Pourquoi a-t-il pris la nationalité sénégalaise en 2015 ? Ah oui, ça c'est étonnant. Hein. Je savais pas. Non, il est pourtant breton, mais il est aussi sénégalais. D'accord. Pourquoi pas, après tout. Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, Philippe, et pour tes questions et ta franchise. Là, je pense que même tes ennemis te reconnaîtront ta franchise, un peu comme les miens. Ça, c'est l'avantage. C'est pour ça qu'on s'entend si bien depuis si longtemps. Donc, merci beaucoup pour ton franc-parler. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur ton compte Twitter, tu l'as dit, sur CNews où tu es souvent interviewé ? Alors non, actuellement plus sur BFM. Plus sur BFM, d'accord. BFM TV, ouais. Bon, bah, t'as dit plus de bien de CNews, alors c'est bon. Oui, non, mais parce que en fait, ce que je voulais dire, c'est que même si CNews ne m'invite pas, je pense qu'il y a des choses qui sont dites sur la chaîne qui sont intéressantes. Moi, je dis. En revanche, il y a une chaîne qui est étonnante et qui me fascine de jour en jour, c'est LCI. À un moment, c'était LCU, c'était la chaîne ukrainienne. Maintenant, souvent, ça devient LCI, la chaîne islamiste. Donc, on a des journalistes qui font de la propagande pro-islamiste. Dingue. Voilà, je ne comprends pas, quoi. Je ne comprends pas. On laisse parler des gens qui, normalement, dans un monde normal, devraient être sur des sites extrêmement confidentiels et on les met en une sur la chaîne de télévision. Je ne sais pas. Peut-être que... je pose la question à Monsieur Bouygues. Est-ce que Monsieur Bouygues, vous avez des contrats si importants au Qatar pour que votre chaîne soit devenue la chaîne quasiment des frères musulmans ? Voilà la question que je lui pose.
Belle conclusion. Merci beaucoup pour ton temps, Philippe. Donc, on te suit sur tes réseaux, notamment sur Twitter, ou X maintenant, comme on dit, pour ceux qui s'intéressent. Et puis, pour les autres qui veulent poser des questions à des personnalités, vous allez sur questionr.io. À très bientôt. Merci. Salut. Au revoir.